à tous, j'espère que vous avez bien dormi. Merci d'être avec nous. Nous sommes ensemble en direct depuis Tel Aviv pour 2 heures d'actualité. On démarre comme tous les matins par les grands titres à la une des journaux de notre belle région. Cyril, en Israël, les journaux et la population d'ailleurs retient son souffle ce matin avant la peine qui doit être prononcée dans moins d'1 heure contre Ehud Olmert. L'ancien Premier ministre devrait se retrouver derrière les barreaux, sauf coup de théâtre de dernière minute. Exactement, Barbara, dans moins d'1 heure, vous l'avez dit, l'ancien Premier ministre Ehud Olmert se présentera donc non loin d'ici, non loin de nos studios, au tribunal de district de Tel Aviv, pour connaître sa peine. Vous le savez, il a été reconnu coupable, Ehud Olmert, d'avoir reçu des pots de vin d'un montant d'environ 120 000 euros dans le cadre d'un scandale immobilier Holy Land à Jérusalem. Et c'est donc aujourd'hui pour Israël Hayom le jour du jugement dernier. C'est le titre choisi par nos confrères du quotidien gratuit qui ne fait pas de cadeau, il faut bien le dire, à l'ex-rival politique de Binyamin Netanyahou. Le juge David Rosen prononcera ce matin la peine de celui qui a occupé les plus hautes fonctions avant de devenir un délinquant, écrit le journal, un délinquant accusé de corruption. Alors Ehud Olmert ira-t-il en prison, s'interroge ce matin le Maariv. La question semble simplement rhétorique puisque selon tous les juristes consultés par le journal centriste, eh bien l'ancien Premier ministre pourrait être coupé d'une peine d'emprisonnement de 5 ans alors que le parquet lui devrait requérir une peine de 7 ans ferme. Un ancien Premier ministre en prison, ce serait une première selon le quotidien à grand tirage Yediot Aharonot. Alors je le sais, vous allez me dire que tout comme le Haaretz ce matin, que la justice israélienne a déjà envoyé derrière les barreaux un ancien président. Vous le voyez ici sur la page 2 du quotidien Haaretz, un ancien président, mais également des anciens ministres. Mais depuis la création d'Israël en 1948, eh bien, aucun homme politique ayant accédé à la magistrature suprême n'avait encore connu ce sort. Donc ce serait donc une première pour le quotidien Yediot Aharonot. Une peine nécessaire pour émettre un signal fort à l'attention des politiciens corrompus, car les mots ne suffisent plus, écrit ce matin la grande plume du Israël Hayom, Dan Margalit. Il fut un temps où les mots durs des juges suffisaient à dissuader, mais les corrompus ont repoussé les limites de l'interdit, et c'est pourquoi la peine doit être exemplaire afin qu'Israël retrouve enfin les normes de l'éthique politique. Alors, on reviendra évidemment sur cette info tout au long de notre édition. C'est un peu le grand titre de cette matinée en Israël. Dans la presse palestinienne, Cyril, ce matin, on parle surtout diplomatie. Oui, la diplomatie est à l'honneur, vous avez raison, dans les quotidiens palestiniens ce matin, avec cette rencontre prévue jeudi à Londres entre le secrétaire d'État américain John Kerry et le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Un entretien annoncé par le quotidien pro-gouvernemental de Ramallah, Al-Quds, Jérusalem, en français dans le texte. Une rencontre démentie dans un premier temps par Washington, mais la porte-parole de la diplomatie américaine, Jennifer Psaki, l'a confirmé hier. Selon le département d'État américain, l'objectif de cet entretien sera de discuter de la relation entre les États-Unis et l'autorité palestinienne, tout en laissant une porte ouverte sur le processus de paix. Et puis, dans une toute autre forme d'activisme diplomatique, c'est l'agence de presse palestinienne Mahan qui se fait ce matin le relais d'une missive envoyée à différentes institutions internationales par le chef de la diplomatie palestinienne, Riyad al-Maliki, une lettre dans laquelle il a appelé la communauté internationale à qualifier d'organisation terroriste, je cite, les groupuscules israéliens qui se livrent aux opérations dites du prix à payer et qui visent, vous le savez, des personnes ou des biens arabes en Israël, mais également dans les territoires palestiniens. Direction l'Égypte à présent. Cyril, le candidat Al-Sisi semble vouloir conquérir des électorats qui ne lui sont pas forcément acquis. Oui, exactement. C'est lors d'un entretien accordé à la chaîne de télévision Sky News en langue arabe que le maréchal Al-Sisi a décidé de s'adresser directement aux jeunes révolutionnaires égyptiens, une population qu'il a du mal à rassurer, selon les dires de son entourage. Il a rappelé leur contribution inoubliable au changement de la société égyptienne en 2011. Il a en outre promis que la jeunesse égyptienne, qui a renversé le pouvoir en 2011, serait invité à prendre part à l'exercice du pouvoir. Tout ça, bien entendu, si le maréchal Al-Sisi était élu, ce qui, semble-t-il, ne fait aucun doute dans le pays du Nil. Alors, de quoi satisfaire la rédaction du journal Tahrir, Libération, la gazette est née de la révolution de 2011. Lors d'une rencontre avec des intellectuels que vous voyez sur ces images, le candidat favori Al-Sisi a donc affirmé que ce sont les jeunes et les intellectuels qui construiront ensemble l'Égypte de demain. L'avenir des libertés de la démocratie protégée par la Constitution, a affirmé M. Sisi. En Égypte, a-t-il dit, il n'y a pas de place ni pour un État religieux, ni pour un État militaire.
Voilà pour ces déclarations. On termine ce tour d'horizon du Moyen-Orient, Cyril, par une caricature libanaise. Et oui, les Libanais, qui vous le savez Barbara, ont le plus grand mal à se trouver un président, Michel Aoun ou Georges Jaja. Tout ça, c'est très improbable pour l'instant puisque le Hezbollah, en tout cas le bloc parlementaire lié au Hezbollah, a une nouvelle fois refusé d'entrer en séance au Parlement pour élire le successeur de Michel Slimane. Une nouvelle réunion aura donc lieu mercredi. Pour son excellence, le vide que vous voyez ici sur cette image, la route vers la présidentielle semble encore bien longue. Merci beaucoup Cyril. Tout à l'heure. Et nous sommes le mardi 13 mai, vous êtes sur i24 News, voici les grands titres à la une de l'actualité. C'est donc le jour de vérité pour Ehud Olmert. L'ancien Premier ministre sera fixé sur son sort ce matin dans l'affaire Holyland où il a été reconnu coupable de corruption et faux témoignages. Il encourt plusieurs années de prison ferme et sera donc, sauf surprise de dernière minute, le premier chef d'État en Israël, chef de gouvernement en Israël à se retrouver derrière les barreaux. Les Palestiniens demandent aux grandes puissances de classer comme organisation terroriste certains groupes d'extrémistes juifs. Depuis plusieurs mois, ce qu'on appelle les jeunes des collines se rendent coupables d'actes de vandalisme à caractère racial contre des mosquées et des villages arabes en Israël et en Cisjordanie. Enfin, les négociations sur le programme nucléaire iranien entrent aujourd'hui à Vienne dans une phase décisive. Les grandes puissances et Téhéran vont commencer la rédaction d'un accord final. Dans le même temps, l'ONU publie un rapport qui met en lumière les méthodes utilisées par Téhéran pour contourner les sanctions mises en place. Voilà, direction le Nigeria à présent. Vous le savez, la mobilisation s'amplifie pour sauver les 300 lycéennes enlevées il y a plus d'un mois. Une vidéo les montrant pour la première fois a été diffusée hier. On les voit voilées, récitant des prières musulmanes. De son côté, Israël envoie sur place une équipe d'experts en antiterrorisme. Le rappel des faits en images, on en parle juste après. Après le kidnapping, Boko Haram se livre au chantage. Ce lundi, le groupe islamiste a réclamé la libération de prisonniers en échange de lycéennes enlevées mi-avril dans le nord-est du Nigeria. Vous voulez que nous relâchions les filles que nous avons kidnappées? Celles qui n'ont pas accepté l'islam sont réunies ici et nous les traiterons comme le prophète pourrait traiter les infidèles. Nous ne les relâcherons pas tant que vous détenez nos frères. Sur cette nouvelle vidéo du groupuscule, les jeunes filles kidnappées apparaissent presque intégralement voilées. L'air effrayé, elles prient. Abou Bakar Sheko, le chef de Boko Haram, affirme avoir converti à l'islam les lycéennes, dont beaucoup sont chrétiennes. Ces filles dont vous vous préoccupez, nous les avons en effet libérées. Nous les avons libérées. Vous savez de quoi nous les avons libérées? Elles ont été converties à l'islam, elles sont musulmanes. Manifestement sous la contrainte, l'une d'entre elles affirme que les captives ne sont pas maltraitées. Si la mobilisation se poursuit partout dans le monde pour le retour des jeunes filles, c'est un véritable scandale qui touche désormais les autorités nigérianes. Selon l'organisation humanitaire Amnesty International, l'armée aurait été prévenue de l'attaque mais n'aurait pris aucune mesure immédiate pour l'empêcher. Elle n'aurait pas pu rassembler les troupes nécessaires pour stopper Boko Haram. Des faibles ressources qui font du pays l'une des cibles privilégiées du groupuscule islamiste. Des experts venus du monde entier ont déjà été dépêchés pour offrir leur aide sur place aux forces nigérianes. Le Nigeria qui vient officiellement de rejeter les conditions de Boko Haram pour libérer les lycéennes. Et on en parle avec vous, Jacques Naria, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous, ancien officier des renseignements israéliens. Vous connaissez bien l'Afrique et le Nigeria en particulier. Alors, que nous apprend cette vidéo? La vidéo ne nous apprend rien. Et ce qu'on voit, c'est tout simplement ce qu'il y a. On ne sait pas si cette vidéo a été filmée hier ou il y a une semaine ou il y a un mois. Donc il y a un grand problème d'authenticité pour savoir. Je ne pense pas qu'actuellement les 300 filles sont toutes dans un seul groupe. Elles ont été certainement dispersées un peu partout dans les villages du Nord. D'ailleurs, ce qu'on voit sur ces images, il y a à peu près la moitié des 300 filles seulement. Qu'est-ce qu'on sait des autres? On ne sait pas. Même la vidéo que vous avez, elle est concentrée sur un groupe. Ce n'est pas je dirais, ce n'est pas le balayage de toute la toile de fond. On ne sait pas exactement ce qui se passe. C'est tout simplement pour faire peur. Donc, Boko
Haram profite de la panique, profite du fait qu'il est au centre de l'attention internationale. C'est ce qu'il voulait toujours et il l'a réussi aujourd'hui. Le chef de Boko Haram qu'on voit sur cette vidéo a l'air illuminé, presque drogué. Qu'est-ce qu'on sait de lui? Drogué, certainement pas. Illuminé, certainement, oui. Et surtout, je dirais que c'est quelqu'un qui a été traumatisé. En 2009, il a été, avec 900 autres collègues du mouvement de Boko Haram, avait été fusillé. Et il a, heureusement pour lui, naturellement, il a reçu une balle dans le flanc et puis il s'est fait mort. Et quelques heures après, il a repris ses forces, il a commencé et il s'est soigné. Et il a juré la vengeance non seulement de ses 900 collègues qui ont été sommairement exécutés sans jugement, mais aussi de son chef, Moalem Youssouf, qui avait été arrêté. Et les vidéos sont là pour prouver, il a été vivant et 2 heures après, il avait été libéré, ligoté avec les mains derrière, avec une balle dans la nuque. Des forces de sécurité de la police nigériane. Tout à fait, c'est la manière de traiter, je dirais, des Nigérians. Il ne faut pas s'exclamer ni d'être surpris. C'est la mentalité du pays. C'est comme ça que ça se passe. Alors aujourd'hui, le pays commence à accepter l'aide proposée par certains pays. L'armée, la police nigériane elle-même, elle ne fait rien. Voilà, mais ça, je dirais, je m'excuse du terme, c'est la plus grande blague qui existe. Oui. Parce que les Américains sont sur place depuis longtemps. Les Britanniques, avec leurs unités spéciales, sont sur place depuis longtemps. Les Nigérians ne manquent pas de matériel ni de technologie. Ils achètent ça un peu partout, même aux Israéliens. Si vous promenez à côté du service de renseignement intérieur, vous verrez que tous les gardes là-bas sont dotés de fusils ultramodernes israéliens à bord. Et donc, ce qui manque, c'est uniquement la volonté. C'est pas plus que ça. Et pourquoi il n'y a pas de volonté politique? Parce que le pays est divisé en musulmans et divisé en chrétiens. On sait que Boko Haram jouit d'un environnement sympathique, d'un environnement, je dirais, qui lui donne un très grand support. Dans le nord musulman du pays. Non seulement dans le nord, je dirais même dans le centre, je dirais la région la plus fragile et la plus sensible du point de vue de Nigeria, c'est la région méridionale, c'est ce qu'on appelle les plateaux. Donc c'est les régions où les chrétiens et musulmans se côtoient et vivent ensemble. C'est là où Boko Haram jouit de la plus grande, je dirais, aide de la population et surtout des officiels nigérians, de la police, des hauts gradés de la police, des hauts gradés et des hommes politiques qui lui servent, je dirais, de support. Et Goodluck Jonathan ne veut pas en faire plus pour ne pas amener son pays dans une guerre civile? Écoutez, le système est tel aujourd'hui que Jonathan pense à la présidentielle qui devrait venir plus tard. Malheureusement, dans 2 ans, moins que ça. Et il est en train de penser à son successeur. Oui. Donc, est-ce que le Nigeria continuera à avoir un président chrétien ou ça tournera aux musulmans? Je dirais, les forces de sécurité qui sont à majorité musulmanes aujourd'hui ne collabore pas tellement avec le régime. En tout cas, il commence à accepter, on l'a dit, l'aide internationale. Il s'est montré plutôt hésitant par rapport aux experts britanniques. Quand Benjamin Netanyahu, il y a 2 jours, lui a proposé l'offre d'experts israéliens, il a accepté tout de suite. Pourquoi? Écoutez, Israël jouit d'un très haut crédit en Afrique. Ce n'est non seulement au Nigeria, mais dans d'autres pays, au Cameroun, au Tchad, un peu partout, là où je me suis déplacé, j'ai vu qu'Israël avait beaucoup d'estime. Le problème, le suivant, c'est que... D'une expertise qu'elle a prouvée sur place ? À cause de notre histoire malheureuse dans le domaine du terrorisme. Nous avons une expérience que les autres n'ont pas. Et donc, nous sommes... mais ce que je me demande, à très haute voix, qu'est-ce que ces 4 experts ou 5 experts vont pouvoir faire dans ce monde de 90 millions de musulmans où Boko Haram est en train de se... Il ne seront que 4 ou 5 Israéliens être envoyés sur place. Je ne pense pas qu'Israël va agir directement. Ce serait de la folie. Déjà, comme ça, en s'exposant au Nigeria, nous mettons en danger les expatriés israéliens qui sont sur place, à Abuja et dans d'autres villes nigérianes. Et donc, tout simplement, en nous mettant en première ligne, nous signalons à Boko Haram que nous sommes aussi des cibles possibles. Pourtant, Israël le fait et publie cette information. Qu'est-ce qu'on sait de ces hommes? Ils sont des experts en antiterrorisme, alors, oui, spécialistes de la négociation lors de prise d'otages. Le problème, c'est pas d'envoyer des experts. Le problème, c'est de savoir si de l'autre côté, il y aura une collaboration. Si les Nigériens vont collaborer et vont accepter cette coopération.
opération-là. Et vous vous montrez sceptique? Très sceptique. Pourquoi? Parce que l'expérience du passé montre qu'il y a, je dirais, une certaine... l'honneur des Nigérians doit être toujours sauvé. Nous savons beaucoup plus que vous, nous connaissons la matière, nous sommes sur place, nos agents nous savons comment agir, nous n'avons pas besoin de quelqu'un qui vient de l'étranger. Donc, au niveau politique, c'est bien. Donc, on reçoit l'aide un peu partout du monde, mais simplement de notre côté, ça démontre aussi une certaine faiblesse. Pourquoi accepter l'aide si vous êtes capable de faire ça tout seul? On a parlé de drones israéliens aussi, ça a été abordé dans la presse israélienne, envoyés au Nigeria. Vous y croyez? Je vous racontais, à l'époque, les Américains voulaient mettre sur place une escadrille de drones au Nigeria. Le Nigeria a refusé. Ils ne voulaient pas que le territoire nigérien serve de plateforme à une force américaine. Je pense que les drones israéliens d'abord, si jamais on va les envoyer là-bas, qui va payer pour ça? Je ne pense pas que Israël serait prêt à payer le prix de cette opération-là. Voilà. Vous êtes sceptique sur toute cette opération israélienne au Nigeria. En tout cas, merci beaucoup, Jacques, d'avoir été avec nous ce matin. Merci, Cyril. À suivre, si vous devez prendre le métro ce matin, eh bien, restez avec nous car on se penche sur les plus grandes incivilités qu'on y rencontre, de la poussette non pliée au grand sac sur l'épaule alors que le métro est bondé. Tous les détails après un nouveau journal. Merci d'avoir choisi le Morning pour vous informer. L'info de la matinée, c'est le verdict, la peine qui sera prononcée contre Ehud Olmert dans moins d'une demi-heure à présent. On se rendra évidemment au tribunal pour connaître cette peine. Ce sera donc la première fois qu'un Premier ministre en Israël sera envoyé derrière les barreaux. Mais pour l'heure, on s'intéresse au programme nucléaire iranien. Les négociations entrent dans une phase décisive. Aujourd'hui à Vienne se retrouvent Téhéran et les 6 grandes puissances pour la rédaction de l'accord final. Et c'est l'objet de votre édito. Boaz Bismuth, bonjour. Bonjour Barbara, bonjour Betsabé. Alors c'est vrai, dans quelques minutes, Israël va parler que d'une seule chose, bien sûr, c'est du verdict du procès Olmert. Mais là, nous avons encore quelques minutes parler d'autres choses, pas moins importantes par ailleurs, bien sûr, les négociations entre les 5+1, entre les puissances et l'Iran. Alors là, maintenant, en effet, on rentre un petit peu dans le vif du sujet, ou si vous voulez maintenant, le compte à rebours est lancé. Vous savez qu'il y a une semaine, les experts se sont rencontrés à New York pendant 2 jours, ils ont encore parlé, mais d'après ce qu'on nous dit aujourd'hui, ce qu'on nous révèle, eh bien, il y aurait un réel progrès. En effet, dans quelques mois, fin juillet, on devrait avoir, si tout se passe bien, un accord définitif entre les puissances et l'Iran, un accord que théoriquement pourrait faire en sorte que tout le monde, y compris les Israéliens, dorment bien la nuit. Sauf que ce n'est pas le cas. Vous savez très bien qu'en novembre, lorsqu'il y avait l'accord intermédiaire signé à Genève, voilà exactement, tellement d'endroits, franchement on fait du tourisme avec les Iraniens. J'étais à Genève aussi et pas seulement. Là, lors de ces accords, on a vu que tout le monde était content, sauf un État qui était quoi? Qui était Israël. Encore un autre, c'était les conservateurs en Iran. Alors on explique un petit peu pourquoi théoriquement on devrait avoir en juillet un accord, et si ce n'est pas un accord, des prolongations et un accord à la fin. Parce que finalement, cet accord intéresse bien sûr les Iraniens qui ne veulent plus avoir de sanctions, mais qui veulent continuer bien sûr un projet nucléaire et qui veulent obtenir finalement, si ce n'est une bombe, au moins la capacité d'en avoir une s'ils le veulent réellement. Et bien sûr, d'un autre côté, l'Occident, la dernière chose que l'Occident veut aujourd'hui, c'est un autre front, un autre conflit, une autre guerre. Donc ça arrange aujourd'hui aussi bien Iraniens et occidentaux. Mais il y a quelque chose de nouveau dans ces négociations qui débutent aujourd'hui, et c'est les Russes. Souvenez-vous, lors des négociations qui ont recommencé en janvier 2009 ou octobre 2009, voilà, il faut suivre, octobre 2009 à Genève, et bien là, à l'époque, les Russes étaient les avocats des Iraniens. Aujourd'hui, avec ce qui se passe en Ukraine, et bien aujourd'hui, on va se retrouver occidentaux d'un côté et Iraniens et Russes de l'autre. Donc c'est très intéressant de voir cette donnée qui a changé, voir comment ça va faire un peu. Les Russes vont pas jouer profil bas à cause de la crise ukrainienne, forcément. Non, je pense que si hier encore les Russes faisaient tout pour aider, et par ailleurs ils ne cachaient pas leur jeu. Vous savez, je vous donne un exemple, vous m'avez dit que je couvrais ces négociations. Je me souviens très bien, lors d'un autre round en Turquie, par exemple à Istanbul, lorsque les Iraniens arrivent à Istanbul, la première chose qu'ils font, c'est quoi ? C'est d'aller justement voir les Iraniens et dans l'ambassade ou dans le consulat des autres. C'est qu'ils se concertent entre eux parce que finalement, ils ont un petit peu le même but. Les Russes se disent très bien, nous on n'est pas du camp des Occidentaux, mais on veut réellement voir un monde tranquille dans lequel tout le monde est gentil et surtout faire un cadeau aux Occidentaux. Là maintenant, ça se complique un peu avec l'Ukraine et ça c'est très intéressant de voir comment ça va changer les choses. Répondez-moi simplement, par oui ou par non, cet accord, il va permettre à l'Iran de continuer de s'armer nucléairement ? Oui, bien sûr. Je vous explique tout de suite. Dans cet accord-là, finalement, qu'est-ce qu'on fait ? D'abord,
la grande question, on parle bien sûr d'uranium, mais on va vous parler de plutonium à Arak. La seule question, c'est la transparence et les acquis que les Iraniens ont obtenus jusqu'à aujourd'hui. Dans cet accord, on a vu ça très bien dans les accords intermédiaires et dans les négociations qu'on a jusqu'à présent, on ne demande pas aux Iraniens de nettoyer un petit peu ou de liquider complètement leur programme nucléaire. Une autre chose, cet accord, tôt ou tard, ça va prendre 5 ans, 10 ans, 15 ans, 17 ans si vous voulez, tôt ou tard, un jour, l'inspection va s'arrêter. Et quand Rouhani dit, le mois de hier ou avant-hier, lorsque le président iranien, dimanche plutôt, parle du fait que son État on ne veut pas un apartheid nucléaire, dans le sens où on veut être comme les autres, cet accord, l'accord définitif, leur permet à un certain moment de l'être. Personne me garantit donc, finalement, que ce régime... d'accord. Personne ne me garantit que ce régime iranien, ces mots-là, vont quitter la scène. On le disait il y a 15 ans, il y a 10 ans, ils sont là, et qui sait pour encore combien de temps. Donc le fait que cet État puisse, même à un niveau très 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 léger, continuer à enrichir de l'uranium, que cet État, un État finalement qui sponsorise le terrorisme, un État, vous savez très bien ce qu'est l'Iran, puisse continuer à bâtir leur site à Arak, même si de façon limitée, c'est quelque chose qui est inconcevable. Et puis en plus, nous avons d'autres exemples dans le monde. On a très bien cet exemple de la Corée du Nord, où on se souvient très bien, c'était pas Obama, c'était Bush à l'époque, qui se réjouissait à l'idée que la Corée du Nord, et qui nous garantissait que la Corée du Nord n'allait pas devenir finalement un État nucléaire, et on a vu ce que ça a donné à la fin. Pourquoi les Occidentaux vous acceptez alors ? Pour la bonne raison que l'Occident aussi a beaucoup changé et que l'Occident, la dernière chose que l'Occident veut aujourd'hui, comme j'ai dit avant, c'est d'ouvrir un autre front. Le monde aujourd'hui, l'Europe, les États-Unis ne sont pas prêts à une autre guerre. On est aujourd'hui, si vous voulez, un petit peu dans une politique de wishful thinking. On souhaite le bon et on espère que ça va bien se passer. Sauf que, vous voyez que de façon très fréquente, on allume la télévision, on allume I24 et on voit que le monde, il n'est pas très très joli, pas très beau. Et Israël, dans ce wishful thinking, joue les troubles-fêtes et personne ne veut l'entendre ? Alors Israël a un grand problème parce qu'un petit peu, c'est comme l'histoire de Pierre et le loup. Nous avons aujourd'hui un Premier ministre qui s'inquiète beaucoup de l'Iran. Nous avons un Premier ministre qu'en 95, un an avant d'être élu, déjà parlait du danger de l'Iran. Nous avons un Premier ministre qui avait toujours dit, qui avait fait de ça presque son discours permanent, que l'Iran est la plus grande menace qui pèse sur Israël depuis 1948. Sauf que il le dit tellement, il le dit lorsqu'il va aux Nations Unies, il le dit le jour de la Shoah, il le dit lorsqu'il va voir des enfants à la crèche à Ramat Gan. Donc ça perd un petit peu son poids. Et aujourd'hui, très franchement, quand vous êtes à travers le monde, et je suis quelqu'un qui voyage beaucoup, lorsque vous parlez, ou même quand j'étais diplomate et je parlais au monde de l'Iran, pour eux aussi, dans leur pensée, finalement, les Israéliens sont des gros paranoïaques. Merci beaucoup, Boaz. On continue de suivre évidemment ces négociations sur i24 News. On parle à présent d'un drôle de phénomène. Ça s'appelle, vous en avez peut-être entendu parler, le syndrome de Jérusalem. Chaque année, une centaine de personnes seraient touchées. Il s'agit de ces visiteurs qui arrivent dans la ville sainte et sont frappés d'un choc émotionnel. Reportage Maël Benoliel. Un phénomène psychiatrique unique dont Jérusalem serait la principale responsable. Un syndrome qui causerait la perte du sens des réalités et qui toucherait principalement les touristes et les pèlerins venus du monde entier, inspirés par l'atmosphère fascinante de cette ville mystique. Des troubles psychiques qui occasionneraient l'hospitalisation d'une quarantaine de personnes par an. Longtemps considéré comme une légende urbaine, le syndrome de Jérusalem a été décrit dès les années 30 par le psychiatre d'origine allemande Heinz Hermann. Mais ce n'est que dans les années 90 que ce syndrome deviendra un véritable sujet d'études scientifiques. En soi, ce n'est pas une maladie, c'est un état d'esprit qui résulte de problèmes de santé mentale déjà présents chez la personne concernée. Ce qui caractérise le syndrome de Jérusalem, c'est que l'individu utilise Jérusalem comme une scène de théâtre où il expose ses pensées et ses illuminations. Mais lui seul croit à la réalité de ce qu'il dit. Illumination, hallucination, obsession, réaction d'anxiété et de stress, des symptômes courants chez les victimes du syndrome de Jérusalem, dont les guides touristiques sont les témoins privilégiés. Il arrive assez souvent de croiser des gens dans les allées de la vieille ville de Jérusalem, et plus particulièrement près des sites saints, qui ont cette expérience émotionnelle très puissante et qui s'apparente au syndrome de Jérusalem. Ces mêmes personnes peuvent penser qu'ils sont Jésus ou des représentants de Dieu. Une extase religieuse au cœur de la ville 3 fois sainte, avec pour épicentre le mur des Lamentations.
Beaucoup de gens qui arrivent ici ressentent la puissance du mur des lamentations. Cette puissance, avec toute l'histoire du lieu et avec la proximité du mont du Temple, a tendance à déclencher le syndrome de Jérusalem chez certains. Et une fois déclenché, les victimes, dans certains cas, peuvent se retrouver hospitalisées. Dans la plupart des pays, Israël compris, on ne peut pas forcer personne à être interné, sauf s'il est dangereux pour lui ou pour les autres. Et ce qui est intéressant de relever chez ces gens-là, c'est que même s'ils reçoivent un traitement psychiatrique, ils ne renoncent pas à leurs pensées. Ils cessent de faire des choses bizarres, mais n'abandonnent pas leurs illuminations. Des illuminations qui mettront donc du temps à disparaître. Et pour la plupart d'entre eux, la guérison s'apparentera probablement à un long chemin de croix. Boaz, vous en avez rencontré des personnes touchées par le syndrome de Jérusalem? Oui, mais pas seulement à Jérusalem. Parfois, ça arrive aussi à Ben Gurion, à l'aéroport. On en voit certains atterrissent, et puis des coups de folie. Et puis, il y a d'autres comme moi qui ont le syndrome de Jaffa. Ils arrivent à un plateau de télévision et ils commencent à parler. Voilà, c'est un autre syndrome. Allez, on passe à l'actu internationale. À présent, avec vous, Bethsabée, vos 3 clics ce matin se sont arrêtés sur le procès Pistorius, sur les incivilités dans le métro. Mais avant tout, l'Ukraine, où les séparatistes réclament déjà leur indépendance. Oui, tout à fait. Un référendum qui a eu lieu lundi et qui, je vous le rappelle, Barbara, a été condamné, a été jugé illégal tant bien par Kiev que par les Occidentaux. Les séparatistes de Donetsk et de Lugansk ne perdent pas de temps. Ils réclament déjà leur souveraineté et souhaitent, comme la Crimée, être placés sous l'aile protectrice de Moscou. Entendez, l'aile protectrice économiquement de la Russie. Sur ces images, nous allons voir le chef autoproclamé de la République populaire de Donetsk, Denis Pouchiline, qui demande donc à Moscou, entre 2 cris de joie, d'étudier donc la possibilité de faire rentrer sa région de Donetsk dans la Fédération de Russie. L'annexion de ces républiques de l'Est à la Russie, elle est inévitable ? Non, là maintenant, si pour la Crimée c'était pratiquement quelque chose d'acquis, c'est-à-dire on était sûr, alors que là il y a beaucoup plus de questions d'interrogation. Je crois que là vraiment, si dans ce cas ils peuvent aussi joindre ces 2 régions, et puis on ne sait pas aussi pour les autres, parce que Kharkov ou Kharkiv, certains l'appellent comme ça, n'a pas encore voté, n'a pas encore pris sa décision. Là franchement, on offre sur un plateau d'argent l'est de l'Ukraine à Poutine, et surtout on se sépare le pays. Là je pense que surtout ce qu'il faut de la part des Occidentaux, c'est faire zéro faute et attendre le 25 mai, où il y aura des élections et où en fait la Constitution va être encore une fois dans ce pays, en Ukraine bien sûr, et puis par la suite, pour rien au monde cette fois-ci, les Européens, les Américains, les Occidentaux tout court doivent accepter de céder, parce que là tout est perdu finalement. Ça y est, on parle vraiment de la partition de l'Ukraine en 2. C'est sûr, mais ils doivent accepter aussi ce résultat de ce référendum. Bethsabée, une victoire écrasante du oui, 90%, un taux de participation qui a atteint des sommets. C'était vraiment le scénario qu'avaient prévu les insurgés, quoi. Oui, pas de grande surprise. Alors on a respectivement à Donetsk et à Lugansk 89 et 96% de oui, c'est assez énorme. On écoute la déclaration de Denis Pouchiline, donc dans une ambiance, vous allez le voir, très 14 juillet. Sur la base du référendum qui a eu lieu le 11 mai 2014 sur la souveraineté de la République de Donetsk, j'annonce que la République de Donetsk est un État souverain. Alors un vote qui serait vraiment l'expression du peuple, cri du peuple, s'il était aussi propre que les séparatistes veulent bien nous le faire croire. Alors j'ai bien aimé justement la victoire lue sous l'angle des irrégularités. Ça nous vient de l'envoyé spécial du Monde à Donetsk, Benoît Vitkin. Il en a relevé d'innombrables, alors notamment l'empressement à annoncer les résultats du chef de la commission électorale. On n'a aucune invitation à des observateurs. Les hommes en armes très présents dans de nombreux bureaux de vote. L'absence d'isoloir dans d'autres. Et puis surtout, rien de plus facile que de voter plusieurs fois dans plusieurs bureaux de vote, Barbara, puisqu'en fait, sur simple présentation du passeport, vous pouviez voter en vous inscrivant sur une dite liste complémentaire. Ainsi, un collaborateur ukrainien d'une organisation russe des défenses des droits de l'homme aurait voté 6 fois à lui tout seul, selon des témoins. Pratique. Bonne une réaction. Oui, il y a 2 choses qui me frappent dans cette histoire. La première, bien sûr, c'est le fait que, bien sûr, hier, le Kosovo, les Russes étaient contre, mais de quel droit un peuple comme ça s'autoproclame un État? Et puis là, quelques années après, c'est quelque chose de tout à fait crédible. La deuxième chose qui m'étonne dans cette histoire, c'est de voir à quel point l'Europe, les Occidentaux et les Ukrainiens, les nationalistes ukrainiens n'ont pas vu tout ça venir. Et j'explique. Je ne suis pas un spécialiste de l'Ukraine. En tant que journaliste, je me suis rendu sur place quant à Maïdan, les événements
vraiment ont commencé. Et je me souviens très bien que la première question qui m'est venue à la tête, c'était justement de poser à ces personnes là-bas, c'était qu'allez-vous faire demain quand les Russes vont réagir à l'est de l'Ukraine, en Crimée d'abord et peut-être ensuite après. C'était quelque chose qu'ils n'envisageaient même pas. Et puis vous savez très bien qu'à l'OTAN aussi, Rasmussen, le président de l'OTAN, le directeur de l'OTAN, celui qui est à la tête de l'OTAN, a dit très bien, on n'avait aucun programme, ni militaire, et à Bruxelles on nous dit, ni diplomatique. Et c'est ça peut-être la chose qui est la plus étonnante, la plus frappante dans cette histoire. Merci Boaz. On part pour l'Afrique du Sud à présent. C'est votre deuxième clic de la matinée. Le champion paralympique Oscar Pistorius est accusé, on le sait, d'avoir tué sa petite amie. Et attention, il souffre d'anxiété. Oui, et je ne lâche pas l'affaire. On a commencé à couvrir ce procès. On continue. Alors ce lundi, c'est l'expert qui a été cité par la défense, donc la partie de Pistorius, qui a déclaré que l'accusé souffrait de troubles d'anxiété généralisés. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est un état d'inquiétude permanent et surtout excessive. Alors je ne suis pas experte, Barbara, mais ce que je sais, c'est que si c'était une stratégie, eh bien, elle permettrait de justifier le meurtre de la petite amie Riva Steenkamp, de prouver qu'en fait, Pistorius était persuadé que c'était un voleur qui était caché dans les toilettes et que ce n'était pas un geste qui était guidé par la colère. Alors, on écoute tout de suite le psychiatre, Meryl Vorster, qu'on ne voit pas, comme je vous le rappelle, puisque c'est exigé par les lois pénales. Mon opinion, c'est que la réaction de M. Pistorius à la menace ressentie lors de l'incident du 14 février 2013 doit être considérée à la lumière de sa vulnérabilité et de son diagnostic de troubles d'anxiété généralisés. Face à un danger, M. Pistorius va plus probablement répondre par une réaction de combat plutôt qu'une réaction de fuite, car sa capacité psychique pour la fuite est limitée. Et on termine, Betsabe, par les incivilités dans le métro. Alors effectivement, comme le titre Le Parisien, on se comporterait un peu mieux dans le métro parisien. Alors je ne sais pas si vous avez vécu à Paris, Barbara, mais c'est quand même un des souvenirs que laisse la capitale. Et alors il y aurait une baisse de 9% des incivilités. À noter notamment une baisse des incivilités de ceux qui restent assis sur leur strapontin aux heures de pointe, ou alors ceux qui gardent un gros sac sur l'épaule quand le métro est absolument bondé. Un autre chiffre très vite, les heures sans excuse ont diminué, eux, que de 0,3%. Mais après, comparé aux rues israéliennes, quand même, le métro parisien, c'est Buckingham Palace, moi je dirais. C'est vrai. Merci beaucoup Betsabe, merci Boaz. À suivre évidemment le verdict dans le procès Ehud Olmert. Il sera fixé sur son sort. Combien d'années en prison? Pour la première fois, un Premier ministre derrière les barreaux. On y revient après un nouveau journal. Et c'est l'info de cette matinée. Une peine de prison ferme doit être prononcée d'une seconde à l'autre contre l'ancien Premier ministre israélien Ehud Olmert. Il a été reconnu coupable, il y a un mois et demi déjà, de faux témoignages et d'avoir touché des pots de vin dans l'affaire Holy Land. Le parquet va probablement requérir plusieurs années donc de prison ferme. On retrouve sur place notre correspondant Dror Even Sapir. Est-ce que la peine a déjà été prononcée ? Écoutez, pas pour l'instant, mais ça ne saurait tarder. Vous savez qu'Ehud Olmert n'est pas le seul condamné, Barbara, dont la sentence sera prononcée par le juge David Rosen derrière moi au tribunal de district de Tel Aviv. Il y en a 5 autres. Et puis, David Rosen, le juge, va prononcer tour à tour la sentence de chacun de ces 6 condamnés. On ne sait pas quand la sentence d'Ehud Olmert sera prononcée. Et il faudra s'armer d'un petit peu de patience, mais de l'avis général, elle devrait être prononcée, cette fameuse sentence, d'un instant à l'autre. Il se peut que, Barbara, que dans une dizaine de minutes, on soit fixé. À quoi doit-on s'attendre? Ce sera probablement plusieurs années de prison ferme pour Ehud Olmert. C'est effectivement, Barbara, ce que le parquet a requis, 6 années de prison ferme pour l'ancien Premier ministre. Ce sera bien évidemment une première en Israël. Ce sera la première fois qu'un ancien chef de l'exécutif israélien est condamné à une peine de prison ferme pour cette fameuse affaire de corruption immobilière. Une affaire, Barbara, que l'on qualifie comme étant la plus grande des affaires de corruption qui se soit jamais produite dans l'histoire politico-judiciaire d'Israël. Et du fait même, Barbara, de l'ampleur de cette affaire, du caractère
caractère presque inédit dans son ampleur de l'affaire de corruption immobilière Holy, eh bien, il se peut que le juge David Rosen soit tenté de prononcer une sentence exemplaire de par sa sévérité. Et on sait que ce juge, le juge David Rosen, est un juge qui a une réputation de sévérité pour les affaires de corruption. Alors, Dror, un Premier ministre derrière les barreaux, c'est une première en Israël. À quel point c'est un tremblement de terre pour le pays? Un tremblement de terre pour le pays. On a déjà un ancien président de l'État, Moshe Katsav, derrière les barreaux pour une toute autre affaire, puisque Moshe Katsav, vous le savez, a été reconnu coupable de viol et d'agression sexuelle. Il purge une longue peine de prison, 7 années de prison ferme. Mais là, vous savez, un Premier ministre en Israël a bien plus d'importance qu'un président de l'État. Le président de l'État a une fonction avant tout symbolique. Un Premier ministre, c'est le chef de l'exécutif, c'est le numéro 1 de l'exécutif en Israël. Il n'y a pas de plus haute fonction. Et bien évidemment, symboliquement, ce sera très fort. Ce sera un jour que certains pourraient considérer comme étant une journée noire pour la démocratie israélienne, le jour où un ancien Premier ministre sera condamné à une peine de prison ferme. Mais on peut également voir, eh bien, si vous voulez, le verre à moitié plein, en considérant que la démocratie israélienne, que le système judiciaire israélien ont fait la preuve de leur efficacité et qu'ils ne reculent pas lorsqu'il s'agit de s'en prendre et d'exercer la justice à des personnalités politiques de premier plan. Et là, on ne peut pas trouver une personnalité politique d'un plan plus élevé que celui du Premier ministre, en l'occurrence d'Ehud Olmert, ancien Premier ministre. La justice israélienne ne renonce pas, et non seulement elle ne renonce pas face à ce genre de personnalité politique haut placée, elle veut, semble-t-il, faire l'exemple. En tout cas, on en aura peut-être la confirmation dans quelques instants, Barbara. Voilà, on attend effectivement la prononciation de peine dans quelques instants, d'une seconde à l'autre. Dror, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur la personnalité du juge David Rosen? Est-ce qu'il va se montrer particulièrement sévère? Oui, c'est effectivement la vie générale. Ici, la vie générale parmi les spécialistes du monde judiciaire en Israël, le juge David Rosen, il l'a montré dans le passé, lors d'affaires précédentes, est un juge qui a fait preuve de sévérité dans des affaires similaires, des affaires qui concernaient les assurances nationales, les affaires d'autres affaires pour lesquelles le juge Rosen a eu à se prononcer. C'est un juge sévère. On sait qu'il veut encore une fois donner l'exemple. Il veut que probablement que ce verdict et que cette sentence ait valeur d'exemplarité pour mettre un terme aux relations aux relations parfois délétères entre le pouvoir local, puisqu'il s'agit d'une affaire qui remonte à l'époque où Ehud Olmert était maire de Jérusalem, le pouvoir local d'une part, le pouvoir de l'argent de l'autre, celui des entrepreneurs immobiliers en l'occurrence. On sait que ces affaires de corruption touchent à plusieurs niveaux des municipalités en Israël, et en prononçant un verdict, encore une fois, sévère, il se peut que le juge David Rosen veuille donner un coup d'arrêt à ce genre de phénomène. Alors, Dror, vous êtes au tribunal de district à Tel Aviv. On attend effectivement l'annonce de la peine qui pourrait donc envoyer Ehud Olmert derrière les barreaux. On vous retrouve sur place dans quelques instants. À tout à l'heure. Cyril Amar, on continue avec vous le tour d'horizon des articles consacrés ce matin dans la presse israélienne à l'affaire Holy Land à Ehud Olmert. Ah, évidemment, tous les médias retenaient ce matin leur souffle donc à l'annonce du verdict. Et l'ancien Premier ministre Ehud Olmert, qui est en vedette ce matin donc de tous les journaux israéliens, c'est aujourd'hui pour Olmert le jour du jugement dernier, titre ce matin le quotidien proche du pouvoir, Israël Hayom, qui n'est pas tendre, il faut bien le dire, avec l'ex-rival politique de Binyamin Netanyahou. Lisez plutôt, le juge David Rosen prononcera ce matin la peine de celui qui a occupé les plus hautes fonctions de l'État avant de devenir un délinquant, écrit le journal, un délinquant reconnu coupable de corruption. Alors, Ehud Olmert ira-t-il en prison? C'est la question qui est sur toutes les bouches ce matin, mais c'est aussi celle qui est en titre en une du quotidien centriste Maariv. La question est uniquement rhétorique, puisque selon tous les juristes consultés par le journal, l'ancien Premier ministre pourrait écoper d'une peine d'emprisonnement de 5 ans, alors que, Dror vient de nous le dire, le parquet devrait requérir une peine de 7 ans ferme. Alors un ancien Premier ministre en prison, ce serait une première, selon le quotidien qu'en tirage Yediot Aharonot, car si le Haaretz recense ce matin les ministres et présidents
qui sont passés par la case prison au grand jeu du monopolitique. Eh bien, depuis la création de l'État d'Israël en 1948, aucun homme politique ayant accédé à la magistrature suprême, écrit le journal, n'avait encore connu le même sort. Pourtant, la peine d'emprisonnement, c'est une peine nécessaire pour la grande plume du quotidien Israël Hayom, Dan Margalit, une peine inévitable pour émettre un signal fort à l'attention des politiciens corrompus, car les mots ne suffisent plus, écrit Dan Margalit. Il fut un temps, dit-il, où les mots durs des juges suffisaient à dissuader, mais les corrompus ont repoussé les limites de l'interdit. C'est pourquoi cette peine doit être exemplaire afin qu'Israël, conclut Dan Margalit, afin qu'Israël retrouve les normes de l'éthique politique. Voilà pour les grands titres ce matin. Voilà, on suit de très près les sites d'information en ligne aussi. Vous restez connectés, et qui est plus connecté que jamais, c'est notre rédactrice en chef, Myriam Danan. Vous êtes sur le plateau pour commenter évidemment cette affaire. C'est une affaire, il faut le dire, qui passionne la presse et l'opinion publique depuis de nombreuses années. Alors la presse, évidemment, c'est du pain béni, une affaire judiciaire de ce type, surtout lorsqu'elle dure depuis plus d'une dizaine d'années, qu'elle se multiplie. Il y a plus de 6 dossiers dans lesquels Olmert a été en tout poursuivi, et où il est toujours poursuivi jusqu'à présent. Alors pour la presse, bien sûr, beaucoup d'intérêt. Pour la population israélienne, c'est les passions qui se déchaînent. Alors au-delà de tous les positionnements politiques, on a là un homme qui a été Premier ministre de l'État d'Israël et qui avant ça a occupé également les plus hautes positions. Il a été maire de la capitale, Jérusalem. C'est d'ailleurs dans cette période-là qu'il aurait commis toutes ces erreurs de corruption principalement. Mais surtout, au-delà de tout cela, il a également été très proche de Ariel Sharon. Il a mené le pays d'Israël dans un moment des plus délicats, au moment du désengagement de la bande de Gaza. Il était à la tête d'un des premiers partis du pays qu'il a été, du moins aujourd'hui, quasiment effacé de la carte. On pense bien sûr au parti centriste Kadima. Alors une population traumatisée, on ne sait pas encore, mais en tout cas les erreurs de corruption de ces dirigeants politiques, il en est certain, peinent et touchent toute une population qui y voit directement une atteinte à la confiance qu'elle a passée dans ses responsables politiques et de façon plus générale à la démocratie. Alors on rappelle peut-être, Myriam, en quelques mots, l'affaire Holy Land, c'est quoi? Qui sont les principaux acteurs de cette affaire? Alors Holy Land, c'est le nom d'une célèbre colline. En tout cas, elle est devenue célèbre, cette colline, dans la ville de Jérusalem. C'est au départ une zone verte et puis c'est devenu une promotion immobilière à grand succès. Et c'est Ehud Olmert, qui était alors maire de Jérusalem, qui a donné cette autorisation, l'a su après, grâce à de lourds pots de vin, pour que cette colline soit enfin construite. Alors l'immobilier à Jérusalem, c'est toujours un sujet extrêmement délicat, sauf que cette fois-ci, on est à l'ouest de Jérusalem, mais qu'il s'agit de dizaines, centaines de milliers de dollars qui ont été versés à plusieurs hommes, dont Ehud Olmert, il faut le rappeler. Ils sont 7 personnes à être jugées ce matin, qui vont attendre leur verdict. Parmi eux également, le maire de Jérusalem qui a suivi Ehud Olmert, Uri Lopoliansky, qui est d'ailleurs absent pour des raisons de santé. Donc plusieurs personnes dans un scandale de promotion immobilière. Alors il y a eu ce scandale, mais il faut dire que c'est pas la première fois qu'Ehud Olmert est confronté à la justice. Ça fait plusieurs années qu'il est à l'intérieur d'un véritable tourbillon judiciaire. Et c'est sans doute pour ça aussi que tout le monde s'attend à beaucoup de sévérité de la part des juges. Ce feuilleton judiciaire, on ne peut pas le reprendre depuis le départ, parce que là c'est depuis plus de 10 ou 12 ans, mais de façon plus générale, on se souvient de cette date, 2008, démission dramatique d'un Premier ministre en exercice à cause de plusieurs affaires de corruption. Et puis 2012, surprise, acquittement dans 2 de ces affaires, Rishon Tours notamment, et affaire Talansky, l'affaire des enveloppes d'espèces également. Ça rappelle beaucoup l'affaire Bettencourt et Nicolas Sarkozy en France. Décidément, le pouvoir est peut-être le même partout. Et puis aujourd'hui, 2014, finalement, Ehud Olmert va peut-être finalement renoncer à toute ambition politique. Vous parlez d'espèces, Myriam, ce qui est plutôt surprenant, c'est que la somme qu'il a récupérée, qu'il a empochée dans l'affaire Holy Land n'est pas si astronomique que ça. Alors il faut bien comprendre que les sommes dont on parle aujourd'hui, il y a plusieurs sommes dont on parle. La somme dont on parle aujourd'hui, c'est la somme sur laquelle on a réussi à accumuler des preuves. La preuve qu'il y a bien cet argent qui a été transféré des mains d'un témoin clé, aujourd'hui décédé, Shmuel Dorner, dans les mains du frère d'Ehud Olmert. Une somme qui se monte, comme nous l'a expliqué Cyril tout à l'heure, à 550 millions de shekels, soit à peu près 120 000 $. Mais de façon plus générale, l'ensemble de ces affaires de corruption, d'affaires d'enveloppe entre Rishon Tours, l'affaire Talansky ou encore Holy Land, on estime l'ensemble de ces fautes de corruption à plusieurs millions de shekels qui auraient profité au Premier ministre et à ses proches. Alors restez avec nous, Myriam, on attend effectivement d'un instant à l'autre la prononciation de cette peine. En ligne avec nous, Daniel Haïk, bonjour. Consultant à i24 News, vous êtes à Jérusalem. Est-ce qu'on doit s'attendre à une sévérité de peine comme un message, un signal fort à toute la classe politique israélienne ? Oui, sans aucun doute. Pour l'instant, donc, la sentence n'est pas tombée concernant Ehud Olmert, mais effectivement, les propos du juge David Rosen qui sont diffusés, qui sont transmis à l'extérieur de la salle donc du tribunal de district de Tel Aviv, on comprend effectivement que le juge Rosen
a des mots très durs pour toute personne, tout homme politique, et en particulier pour des hommes politiques qui ont gravi les échelons dans la hiérarchie et qui sont arrivés au sommet de la hiérarchie politique, qui ont trempé dans des affaires de corruption. Il les compare même à des traîtres, et ce mot-là est un mot extrêmement dur, extrêmement grave, et il faut noter que on va attendre donc la sentence dans le procès d'Ehud Olmert. Elle risque donc d'être très lourde, au moins 5, 6, 7 années de prison. Mais c'est important aussi, ces mots du juge, ces mots très tranchants du juge sont importants parce qu'Ehud Olmert a d'ores et déjà, il l'avait affirmé même devant le juge il y a 15 jours, il avait l'intention de déposer un recours, il a estimé que le juge n'avait pas compris ce qui s'était produit et il lui a dit « moi je me prépare déjà pour un recours ». Or là, de facto, le juge David Rosen prend les devants et met d'une certaine manière la haute cour de justice, la cour suprême devant laquelle Ehud Olmert va déposer ce recours, il la met le dos au mur en lui disant attention, l'homme dont vous allez écouter dans les prochains mois le recours est un homme que je considère être un traître qui a trempé dans des affaires de corruption et pour lequel il ne faut pas avoir la moindre indulgence. Daniel, on sait que probablement Ehud Olmert finira donc derrière les barreaux. Ça va être des conditions de détention assez particulières. Ça va être la première fois que les services des prisons israéliennes vont être confrontés à ce genre de questions. Avec qui le mettre en cellule? Quel aspect sécuritaire pour un ancien Premier ministre? Écoutez, ce n'est pas la première fois puisque vous le savez, il y a un ancien président de l'État qui est déjà en prison. Il s'agit de Moshe Katsav. Effectivement, cela a déjà posé un véritable casse-tête. Son incarcération après sa condamnation pour viol, il est condamné pour 7 années de détention. Ça avait déjà posé un problème, ne serait-ce que par le fait que le président de l'État, on en a parlé ces derniers jours, n'avait que deux prérogatives, dont l'une d'elles était de gracier ou d'atténuer les peines de détenus. Or, Moshe Katsav s'était retrouvé dans une prison à la proximité de cellules dans lesquelles se trouvaient des détenus dont il avait refusé la grâce. Vous imaginez les conséquences que son incarcération pouvait avoir pour ces détenus. Effectivement, pour Ehud Olmert, si Ehud Olmert devait rentrer dans les prochains mois en prison, cela serait un casse-tête pour les services de sécurité, mais on peut imaginer, et c'est peut-être le comble de l'absurde, mais un comble très malheureux et très, très triste à mentionner, que Ehud Olmert partage la même cellule que Moshe Katsav. Cela pourrait arranger d'une certaine manière les services de sécurité à l'intérieur de la prison du pénitencier dans lequel Moshe Katsav purge déjà sa peine. Voilà, on attend de voir ça. Ce serait une fin assez ironique pour ces deux hommes qui se retrouveraient côte à côte derrière les barreaux. Merci beaucoup. Qui ont été les deux personnalités les plus importantes de l'État pendant l'année 2006. Voilà, triste image peut-être pour l'État d'Israël. Merci beaucoup en tout cas Daniel d'avoir été avec nous. Myriam, juste le mot de la fin pour finir rapidement. C'en est fini de la carrière politique d'Ehud Olmert? C'est une certitude depuis sa démission en 2008. Bien sûr, on s'attendait sans cesse à ce que Ehud Olmert annonce son retour en politique, surtout après avoir été acquitté dans les principales affaires de corruption. Mais les derniers retournements de ce roman judiciaire aujourd'hui ne laissent plus de doute après le témoignage de Shula Zaken. C'est terminé. Ehud Olmert bientôt sous les barreaux, c'est ce qu'on devrait attendre. Voilà, et on attend la prononciation de peine d'une minute à l'autre. On continue d'en parler effectivement après un nouveau journal. On connaîtra le verdict dans l'affaire. Ehud Olmert, restez avec nous. L'heure de vérité a sonné pour Ehud Olmert d'une seconde à l'autre. Sa peine sera prononcée au tribunal de district de Tel Aviv où on retrouve tout de suite en direct Dror Even Sapir. Dror, quel est le climat dans la salle ? Eh bien, le climat dans la salle est bien évidemment entendu. On s'attend d'un instant à l'autre, d'une seconde à l'autre, à ce que le juge Rosen parvient à la conclusion de la sentence, à savoir bien évidemment la sentence elle-même, le nombre d'années de prison que le juge Rosen considère convenir à l'infraction dont Ehud Olmert a été reconnu coupable. Et on sait que le juge Rosen, on l'a dit à plusieurs reprises au cours de cette matinée, est un juge particulièrement sévère sur tout ce qui concerne les affaires de corruption en Israël. Le juge Rosen veut apparemment porter un grand coup, donner l'exemple en envoyant un ancien Premier ministre, pour la première fois dans l'histoire du pays, dans l'histoire d'Israël, un ancien Premier ministre derrière les barreaux.
au début de la lecture de sa sentence, le juge Rosen a qualifié, il a utilisé des mots très durs, il a qualifié de traîtres tous ceux qui recevaient des pots de vin. Et avec ce genre de qualification, bien évidemment, on peut s'attendre à une sentence des plus sévères. Et on peut s'attendre à ce que Ehud Olmert soit condamné à une lourde peine de prison ferme. C'est ce à quoi on s'attend également dans l'entourage de Ehud Olmert. Et les avocats de l'ancien Premier ministre préparent d'ores et déjà la prochaine phase, la prochaine étape, qui sera bien évidemment le dépôt d'un recours devant la plus haute instance de justice en Israël, à savoir la Cour suprême. Voilà, un recours déjà prévu devant la Cour suprême. Dror, vous restez évidemment sur place à guetter le moment de la sentence et on vous retrouvera évidemment en direct au tribunal de district. Boaz Bismuth, notre éditorialiste, est avec nous sur le plateau. Alors les premières peines, les premières sentences ont déjà été prononcées contre les autres accusés dans cette affaire et elles sont plutôt clémentes. Justement, voilà, c'est ça un peu la question d'interrogation et ce qui rend encore plus, ce qui nous rend encore plus difficile la tâche de prévoir combien d'années, s'il reçoit des années bien sûr derrière les barreaux, Monsieur Ehud Olmert. J'explique. Finalement, le juge a utilisé, le juge Rosen, les termes les plus sévères qu'il pouvait utiliser. Parler d'un ancien Premier ministre, d'un traître, c'est quelque chose dont on n'est pas habitué en Israël. Il a dit, dans ces termes-là, celui qui donne les pots de vin, celui qui offre des pots de vin, c'est un corrompu, celui qui le reçoit, c'est un traître. On parle d'un Premier ministre d'Israël. Alors là, très sévère, on peut s'attendre à une peine très dure. Sauf que lorsqu'il commence justement à donner les jugements eux-mêmes, le premier, c'est Hillel Cherny, l'entrepreneur. Et là, il dit des mots plutôt gentils, plutôt cléments sur Hillel Cherny. Et le procureur avait demandé 9 ans. Hillel Cherny reçoit finalement 3 ans et demi derrière les barreaux, 5 ans en général, et 2 millions de shekels comme amende. Donc je veux dire que les termes dont il a utilisé, très sévères, la première sentence est plutôt clémente, ce qui encore une fois rend la tâche encore plus difficile de savoir quelle sera la peine qu'Ehud Olmert va recevoir dans quelques instants. On parle pourtant d'un procès exemplaire pour Ehud Olmert. Est-ce que justement le fait que ce soit un Premier ministre va aggraver son cas et son nombre d'années en prison ? Bien sûr, c'est sans aucun doute les responsabilités politiques qu'a eu Ehud Olmert au cours de toutes ces années qui va aggraver son cas. Et si le juge aujourd'hui apporte une peine de prison de 2 millions de shekels, il faut le préciser, cette amende contre le promoteur immobilier et 3 ans et demi de prison ferme, on peut s'attendre peut-être à encore plus de sévérité contre Ehud Olmert, parce que Cherny, soulignons-le, n'est que le promoteur immobilier, alors qu'Ehud Olmert, si on peut dire, représentait la démocratie israélienne. Et contre cette faute-là, le juge ne devrait pas pardonner. Boaz, vous connaissez bien la politique israélienne, vous la suivez depuis de longues années. J'aimerais qu'on parle avec vous de la personnalité d'Ehud Olmert. Est-ce que ça a joué dans ce procès ? C'est un peu difficile et j'explique peut-être la grande tragédie d'Ehud Olmert. Ehud Olmert est un Premier ministre qui ne devait pas être Premier ministre. Ça veut dire, vous savez, vous vous souvenez très bien, Kadim, Ariel Sharon qui prend avec lui des gens du Likoud et des gens des partis travaillistes. Et Ehud Olmert, il faut se souvenir que dans le parti du Likoud, lorsqu'il y avait des élections avant, il était parmi le numéro 30 du parti. Donc il était très très loin d'être le numéro 1. Sauf qu'il rejoint Sharon et Sharon tombe malade, on se souvient très bien. Ehud Olmert devient le Premier ministre d'Israël. Sauf qu'Ehud Olmert est quelqu'un que déjà depuis la période où il était maire de Jérusalem, on disait des choses sur lui, on parlait de lui. On disait que c'était quelqu'un de très sympathique, quelqu'un de compétent, mais quelqu'un qui aimait bien les choses luxueuses que le monde propose. Les bons cigares et les beaux cigares et les bons stylos, et pas que ça, et pas que ça. Donc, les matchs de foot. Et les matchs de foot. Mais justement, ça, c'était le côté sympathique d'Ehud Olmert. Il avait beaucoup d'amis, et ses amis l'adoraient, et ses amis faisaient tout pour lui. Et vous voyez la grande tragédie dans cette histoire, que cet homme qui pouvait compter sur tellement d'amis, à la fin, se fait coincer, si vous voulez, par la plus proche. C'est pas que elle, mais le fait qu'à la fin, la personne la plus proche pendant des décennies d'Ehud Olmert, Shula Zaken, l'abandonne, c'est la plus grande tragédie. Et peut-être, je dirais, que ce qui a fait tomber Ehud Olmert, et on l'a vu encore ce matin en allant au tribunal, c'est peut-être son arrogance. C'était un homme très sympathique, mais aussi très arrogant à la fois. Et il faut savoir, Est-ce qu'il était un Premier ministre arrogant aussi ? Il a toujours été arrogant. Sa il était un député de la guerre arrogant. Du Liban, qu'on lui a reproché. Mais déjà, lorsqu'il était un jeune député, lorsqu'il confrontait Menachem Begin à l'époque, déjà, il le faisait de façon très arrogante. C'était un peu son style. Très sûr de lui. Un homme pas le plus bête dans la politique israélienne. Loin de là, on n'arrive pas à tout ce qu'il est arrivé. Sauf que vous savez, sur le plan personnel, Ehud Olmert est quelqu'un qui est aussi mon voisin. Ça veut dire à Tel Aviv. Il habite à Jérusalem, mais que je vois régulièrement.
Ehud Olmert des dernières semaines, depuis la sentence, depuis qu'il a été condamné il y a 1 mois et demi, n'est plus le même. Je crois qu'il n'a jamais réalisé jusqu'au bout, finalement, que ce qui va l'attendre. Et je dirais juste encore une chose. Quand il a été acquitté de 3 des 4 jugements, souvenez-vous, il y a plus d'1 an de cela, pour lui, c'était fini. Holy Land, c'était le petit morceau. Le procès, les autres procès étaient les procès difficiles. Il était sûr que c'était fini. Plus que ça, même mes collègues, même mes confrères israéliens, même il y a quelques semaines encore, on l'invitait sur des plateaux de télévision comme c'était celui qui devait succéder à Benjamin Netanyahu. Souvenez-vous, lorsqu'il a eu son sentence il y a 1 mois et demi, 2-3 jours après, il devait déjà aller aux États-Unis pour aller présenter un petit peu sa vision de la politique dans le colloque du Jerusalem Post. En décembre, on était ensemble, invités ensemble au Forum Saban, où encore une fois, il se voyait comme le successeur, il se voyait comme celui qui va retourner en politique. Et je dirais que là, finalement, la chute est terrible, la chute est énorme. Il a été surpris lui-même. Alors encore une fois, je suis sûr, je suis convaincu, et que lui-même, en lui-même, il est sûr qu'il est monsieur propre. Et ça, c'est peut-être le drame des gens en politique. Il n'est pas bête. Mais parfois, ces personnes-là, depuis des années, pensent qu'ils sont au-dessus de la loi. Et je dirais, dans cette journée-là, pour un Israélien, il y a le côté où on est très très heureux et on est très très triste. On est très heureux parce qu'on voit à quel point la justice est égale devant tout le monde en Israël. On est très triste parce que je pense que des personnalités comme Ben Gurion, comme Menachem Begin, des gens hyper modestes, je crois que l'Israël qu'il rêvait n'était pas un Israël dans lequel on a un président et peut-être dans quelques instants un Premier ministre derrière les barreaux. Alors en ligne avec nous, Daniel Haïk, notre consultant, vous êtes de retour avec nous. Dans le paysage politique israélien, est-ce que cette chute d'Ehud Olmert va faire plaisir à certains ? Écoutez, oui, certainement, il y a des gens qui vont se réjouir de voir Ehud Olmert tomber et peut-être même donc être emprisonné dans les prochains mois, en particulier à droite de l'échiquier politique israélien. Est-ce qu'on peut citer le nom du Premier ministre Benjamin Netanyahou ? Oui, alors c'est ça. Alors à droite, on n'avait jamais véritablement bien compris comment Ehud Olmert, et il faut le rappeler aujourd'hui, puisqu'on parle de la période où il était maire de Jérusalem, comment Ehud Olmert, qui était un maire de Jérusalem très nationaliste, qui a été un des chefs de file du Likoud, lorsque le Likoud, c'est-à-dire en défendant des positions extrêmement fermes au niveau nationaliste, en faveur du Grand Israël, en faveur de l'unité de Jérusalem, la réunification de Jérusalem, capitale, lui, indivisible de l'État d'Israël. Comment cet homme a brusquement changé aux alentours de 2003 et qu'il est devenu quelque part le porte-parole d'un centre-gauche avant de devenir même le porte-parole ou enfin le représentant d'une gauche israélienne militante dans le processus de paix. On n'a jamais véritablement compris comment ce changement s'est produit. Et quelque part, on peut se poser la question, effectivement, de l'intégrité d'un homme. Lorsque l'on parle de changement politique, lorsque l'on sait aujourd'hui qu'un homme comme Ehud Olmert est condamné pour corruption, est-ce que finalement, il n'y a pas un lien aussi là-dedans entre cette condamnation, ce comportement d'Ehud Olmert, ce comportement corruptif d'Ehud Olmert et ces changements d'orientation politique? Il faut rappeler qu'il y a eu dans le passé, dans l'histoire d'Israël, des hommes comme Ariel Sharon, qui étaient aussi des hommes, on le sait, très à droite, on va dire peut-être pas idéologiquement, mais très positionnés dans la droite israélienne, très ferme, et qui soudain ont brusquement changé d'opinion et aux alentours de 2004, et par exemple en voulant promouvoir le retrait israélien du Gush Katif, on avait lié cela avec l'affaire de l'île grecque dans laquelle les enfants d'Ariel Sharon étaient impliqués. C'était aussi une affaire de corruption. Et tout ça nous doit interpeller les Israéliens dans cette relation très complexe entre le pouvoir et l'argent. Aujourd'hui, quelque part, à travers ce que dit le juge David Rosen, on comprend qu'il faut tout faire pour mettre fin à ce lien douloureux, ce lien très problématique entre le pouvoir et l'argent, les risques de corruption au plus haut niveau des responsabilités de l'État. Merci Daniel. Le pouvoir et l'argent, Boaz, c'est un vrai
problème en Israël et ce procès va être exemplaire pour cela ? Mais justement, ça commence à devenir un danger. Vous savez qu'un État, avec tout le respect, entre guillemets bien sûr, que je dois à mes ennemis dans les pays voisins, la corruption est un pays qui peut être un péché qui fait tomber des États. On voit ça très très bien. Juste pour vous citer par exemple, ce matin encore, on parlait encore, avant de parler d'Olmert bien sûr, de l'Ukraine et de Boko Haram au Nigeria, des difficultés justement de lutter contre le groupe terroriste parce que l'État est un État corrompu. On ne veut pas d'un Israël corrompu, la force de cet État d'être un État propre. Et peut-être une des raisons pour laquelle le juge Rosen a utilisé des termes si durs comme traîtrise, justement parce que quand vous êtes Premier ministre, quand vous allez en politique, vous servez aussi d'exemple. Alors si vous regardez toujours celui qui est à la tête. Juste un mot sur ce qui vient d'être dit. Est-ce que l'Israël, est-ce que la droite va être heureuse ou pas ? Oui, je vous ai vu vous agiter sur votre chaise. Ça vous plaît pas ? J'explique. Personne ne va être soulagé ? Je ne suis pas naïf. Je suis pas naïf et je suis sûr que certains, bien sûr, peut-être voyaient vraiment dans la droite, voyaient en Olmert un ennemi. Mais il ne faut pas oublier une chose. Il faut regarder beaucoup plus large dans des jours comme ça. Il ne faut pas regarder qui va être Premier ministre demain. Il faut regarder justement dans l'histoire d'un pays, dans ce qu'on laisse aux autres générations. Je crois que là, encore une fois, dans le meurtre d'Yitzhak Rabin, c'était un jour comme ça. Dans un jour où Katsav est rentré en prison, c'était un jour comme ça. Aujourd'hui, avec Ehud Olmert, c'est un jour comme ça. C'est des tâches qu'on met dans l'histoire de notre État moderne pour les générations qui viennent ensuite. Donc il faut réfléchir beaucoup plus large. Juste un mot à dire, et ça c'est aussi quelque chose à réfléchir, sur le fait les options politiques et la corruption. On a parlé de Kadima, on a parlé d'Ariel Sharon à l'époque, on parle d'Ehud Olmert aujourd'hui. Il est vrai aussi que certains en politique, dès qu'il y a des enquêtes contre eux, eh ben, ils changent un petit peu, ils tournent leur veste finalement pour avoir le soutien des médias en Israël, comme ça a été le cas avec Ehud Olmert, comme c'était le cas avec Ariel Sharon. Et je crois que justement, on peut tromper une semaine, un mois, un an, mais surtout pas la justice en Israël. Ça, c'est peut-être du public. Ehud Olmert, il faut le souligner, nous n'aura jamais vraiment gagné, ni avec le désengagement d'Amona, ni avec la seconde guerre du Liban. Ça a été un échec flagrant. Alors, on a vu plusieurs fois les images d'Ehud Olmert dans cette salle du tribunal. Myriam, il a l'air plutôt détendu, même souriant. Un mot de sa position, il n'a jamais rien reconnu. Il crie au monde qu'il n'est pas coupable. Il est innocent. Détendu et souriant sans aller jusque-là, ce qui est certain, c'est que Ehud Olmert aujourd'hui sait dissimuler ses sentiments, ses preuves d'affection envers Shula Zaken. On les a vus sur les images d'archives qu'on a vu défiler il y a quelques instants. Une main passée dans ses cheveux, de grands sourires d'affection envers tous ses proches, toujours. Et puis beaucoup de dignité chez cet homme politique qui a assumé les plus hautes fonctions au sein de l'État d'Israël. Donc finalement, une tenue qui ne surprend personne. Mais effectivement, Ehud Olmert n'a jamais reconnu dans la moindre affaire de corruption, la moindre erreur de sa part. Il n'a jamais cherché à négocier avec l'accusation, ce qu'il aurait pourtant pu faire, ce que Shula Zaken, son assistante personnelle, a d'ailleurs fait 4 jours avant le verdict de l'affaire Hollande il y a tout juste un mois. Non, Ehud Olmert reste droit dans ses bottes. Il faut préciser également qu'il lui reste de nombreux recours devant la justice et que même si aujourd'hui la peine de prison ferme est affichée, et c'est ce qui va probablement tomber, il lui reste encore de nombreux recours avant qu'il finisse derrière les barreaux. Un dernier mot, parce qu'une deuxième peine vient de tomber, c'est celle de Avigdor Kalner, un autre homme d'affaires qui a été lui aussi condamné à 3 ans de prison ferme et également à 1 million de shekels, donc une sévérité de peine confirmée. Et si je peux ajouter encore une chose concernant la peine elle-même, et c'est vrai que tout laisse croire qu'il va recevoir justement une peine de prison ferme. N'oubliez pas, il y a encore une chose que c'est juste, bien sûr, il y a encore, on peut aller plus loin bien sûr devant la justice, mais il y a encore une chose importante qu'il ne faut pas noter. Ces avocats vont dire encore une chose, c'est un Premier ministre israélien, c'est un Premier ministre qui a beaucoup de secrets, qui connaît beaucoup de choses. Et c'est un risque aussi de le mettre avec d'autres personnes en prison. Et ils vont jouer aussi sur ça, je suis pratiquement sûr. Alors, sur ces conditions carcérales, Daniel évoquait une idée qui peut paraître saugrenue, le mettre en cellule avec Moshe Katsav, parce que là, toutes les précautions sont déjà prises autour de l'ancien président. Ce serait une image bizarre. Déjà, vous savez que Katsav, ça ne sera pas une première. Katsav, déjà, lorsqu'il est rentré en prison, il était avec un certain Ben Izri, qui était un député de chasse ou peut-être aussi ministre. Donc déjà, on a vu ça. Mais là, je crois que ça serait un peu faire vraiment une caricature un petit peu de la politique israélienne. En tout cas, les services carcéraux surtout qu'en plus, les deux personnes ne s'entendent pas très bien. Alors, les services carcéraux sont sur le qui-vive. Ils préparent un dispositif inédit. Est-ce qu'il va recevoir une protection particulière, Ehud Olmert, en prison? Alors là, il faut savoir une chose, que maintenant, même avant d'aller d'attendre un petit peu son verdict, lorsqu'il continuait sa vie quotidienne, encore une fois, comme je vous dis, je vois régulièrement son domicile le samedi en allant à la synagogue, et il est toujours, regardez, n'oublions pas encore une chose, il est entouré de garde-corps, c'est l'ancien Premier ministre d'Israël qui détient tellement de secrets. Alors, on s'approche de la fin de l'émission. Myriam, un mot de conclusion. Oui, sur une nouvelle peine qui vient de tomber, encore une fois, c'est le méga Maher, ainsi que l'appellent
les médias israéliens. Il s'agit de ce fameux intermédiaire qui a fait circuler ces sommes d'argent. Eh bien, il vient d'être condamné à une peine de 5 ans de prison. On voit que la peine s'alourdit au fur et à mesure qu'on rentre dans le domaine public et politique. Et donc le juge Rosen qui devrait d'une sévérité exemplaire envers Ehud Olmert. Merci beaucoup à tous les deux. On attend évidemment la prononciation de peine, la sentence contre Ehud Olmert qui doit être prononcée d'un instant à l'autre. Restez sur i24 News parce qu'on suit l'affaire de près et en direct sur notre antenne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci Boaz, merci Myriam. Passez une excellente journée. Portez-vous bien.